Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 août 2022 et je continue ma lecture qui risque de s'interrompre brutalement parce que l'orage arrive, la pluie arrive et je suis en pleine cambrousse. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de commencer. Alors, je lis, c'est la présence totale de Louis Lavelle. C'est toujours cet ouvrage que j'ai découvert sur un vide-grenier il y a quelque temps. Voilà, je suis arrivé au deuxième chapitre de la deuxième partie qui s'intitulait l'identité de l'être et de la pensée. Donc le deuxième chapitre, c'est la pensée de l'être porte déjà en elle l'être même qu'elle pense. Alors je ne sais pas si je vais réussir à être bien concentré avec ces gouttes qui commencent à me tomber sur l'échine. Donc, alors, au moment où la pensée se distingue, alors je resitue, l'être, pour moi, c'est le monde, l'être dont parle Louis Lavelle. L'être total, c'est le divin et toute sa création. L'être, c'est le monde, l'univers, ce qu'il y a de persistant dans la création, en somme, qui est, voilà, c'est ce qui ne bouge pas. Quand on dit le monde, il est là, il est présent. C'est la présence du monde en somme. C'est pas le monde changeant. Et c'est en lien avec mon site mécaniqueuniverselle.net. Donc au moment où la pensée se distingue de l'être, pour nous le révéler, donc la pensée humaine se distingue du principe créateur en somme, il faut pourtant que nous la considérions comme possédant l'être elle-même. La pensée, elle possède l'être. En fait, nous, notre individualité, notre moi, intègre l'être, c'est-à-dire le monde. On sait qu'on est à l'intérieur de ce monde. Donc forcément, on l'intègre, même si on s'en distingue, on doit s'en distinguer pour avoir un ego, un moi particulier, une individualité, mais quoi qu'il arrive, on est à l'intérieur de ce monde. On est une partie du monde, on est complètement intégré à l'intérieur de ce monde. Donc comme possédant l'être elle-même, c'est-à-dire comme étant d'abord une détermination de l'être. On est une des formes, une des déterminations, une des formes de l'être en somme. Ainsi, puisque la pensée de l'être est elle-même un être, donc notre pensée de ce monde, cette pensée est elle-même un être, dans la mesure où elle est à l'intérieur de cet être, elle existe, elle est là-dedans. Elle doit jouir par rapport à son objet d'une compétence et d'un privilège que l'idée de l'homme ne possédera jamais. Bon, c'est bon, j'arrête. Désolé, il pleut trop. Bon, ben je reprends ma lecture de la présence totale de Louis Lavelle. Donc, je relis. Au moment où la pensée se distingue de l'être pour le révéler, il faut pourtant que nous la considérions comme possédant l'être elle-même, c'est-à-dire comme étant d'abord une détermination de l'être. Ainsi, puisque la pensée de l'être est elle-même un être, elle doit jouir par rapport à son objet d'une compétence et d'un privilège que l'idée de l'homme ne possédera jamais, non pas seulement à l'égard de l'être, mais même à l'égard de l'homme. C'est par ce trait que la pensée de l'être accuse, d'une part, sa puissance et sa fécondité,
et d'autre part sa distinction à l'égard de toutes les pensées particulières auxquelles elle doit fournir nécessairement une garantie et un point d'appui. Alors, si on parle de la pensée de l'être, c'est-à-dire la pensée du principe créateur, c'est pourquoi en fait, puisque la pensée de l'être est elle-même un être, penser, c'est-à-dire que penser au principe créateur de façon intense, voilà, de façon spirituelle, hein, on va dire, elle doit jouir, par rapport à son objet, d'une compétence et d'un privilège que l'idée de l'homme ne possédera jamais, non pas seulement à l'égard de l'être, mais même à l'égard de l'homme. Alors, pourquoi il ne le posséderait jamais, cette pensée? Pourtant, c'est l'état d'extase. Si on pense clairement, vraiment, profondément à l'être, donc au divin, normalement, on peut le prendre sous la forme de l'extase. C'est par ce trait que la pensée de l'être accuse, d'une part, sa puissance et sa fécondité. Donc, dans cet état d'extase, notre pensée passe à un degré de puissance absolue. Elle est totale. C'est dommage. Il faudrait, je vous renvoie à la lecture de tous ceux qui ont fait l'expérience de l'extase dans toutes les religions. Hein, dans chaque religion, on retrouve des textes à ce niveau-là. Et puis il y a des expériences qui ont été faites par des psychologues sur des cas d'extase, des extatiques. Et donc je vous renvoie un petit peu à ça. Vous pouvez le trouver sur la mécanique universelle. Vous pouvez en trouver quelques-uns. Donc sa puissance et sa fécondité, parce qu'en fait, dans l'état d'extase, la pensée, elle est féconde, elle émane de soi, quoi. Elle donne quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que les chrétiens en état d'extase, quand ils rentraient dans l'arène, les lions ressentaient cet état d'extase. Et je pense que les animaux sentent cet état d'extase, comme les hommes sentent la présence de quelqu'un qui est en état d'extase, s'ils sont assez ouverts. Et d'autre part, sa distinction à l'égard de toutes les pensées particulières. Cette pensée de l'être, qui serait l'extase, une pensée spirituelle supérieure, elle se distingue de toutes les pensées particulière de la pensée normale, de la vie ordinaire. Notre cerveau, sans cesse, pense, voilà, on ne peut pas, notre cerveau ne peut pas ne pas penser, il développe des pensées en permanence. Et ces pensées, c'est les pensées ordinaires, donc qui ne sont pas en état d'extase. C'est pourquoi sur la mécanique universelle, sur mon site, je distingue deux positions de l'esprit, en somme. Que deux. La pensée ordinaire, la conscience ordinaire, la conscience de la vie en prise à la vie, et la conscience de l'extatique. Pour moi, il n'y a que ces deux pensées, que ces deux formes, voilà, avec après des subtilités dans la période, dans la conscience ordinaire, il y a différents degrés, mais dans la conscience extatique, c'est un absolu de pensée. Nous nous trouvons ici en présence du cercle vivant dans lequel notre pensée s'enferme elle-même dès son origine, et dans chacune de ces démarches. Ce cercle est le véritable terme primitif que toute philosophie cherche d'abord pour donner un fondement solide à la suite des opérations de la pensée.
mais c'est un terme qu'il ne convient pas d'oublier une fois qu'on l'a rencontré, au moment où l'on parcourt ensuite dans le temps les autres anneaux de la chaîne. Il justifie tous les actes particuliers de notre esprit, qu'il implique, mais qui le divise. Il est constamment présent dans chacun d'eux. On peut l'énoncer sous forme suivante. La pensée de l'être est adéquate parce qu'elle est réciproque de l'être de la pensée. Ou, en d'autres termes, parce qu'il est nécessaire d'inscrire dans le même être son opération et son objet. Lorsqu'on insiste, comme on le fait surtout depuis Descartes, sur l'intérêt que présente la découverte de la pensée par elle-même, c'est tout à fait ce qui se passe avec je pense donc je suis, c'est-à-dire à partir de cette découverte, on accorde une puissance magistrale à la pensée, à la pensée de soi, la pensée propre. Par elle-même, on méconnaît la véritable portée de cette découverte qui est moins de donner à notre être propre un caractère purement subjectif que de lui ouvrir une place grâce à cette forme subjective, à l'intérieur de l'être absolu, dont la présence nous est alors révélée par la révélation de l'existence même de notre moi. Donc, au lieu de prendre au pied de la lettre l'idée de « je pense donc je suis », tout ce qui existe, la seule chose dont je peux être sûr, c'est ma pensée. Au contraire, cette phrase-là, ce travail de soi, ouvrirait sur l'être absolu, sur l'extérieur, sur la totalité en somme. Et sur l'être absolu, c'est-à-dire sur le divin. C'est une illusion. C'est une des illusions les plus curieuses de l'intelligence de croire que lorsque nous avons rencontré la pensée, je pense que Louis Lavelle était aussi très intéressé par Hegel, à mon sens. C'est une des illusions les plus curieuses de l'intelligence de croire que lorsque nous avons rencontré la pensée, nous avons besoin d'un nouvel effort de la pensée elle-même pour qu'elle atteigne l'être par une sorte de saut périlleux qu'elle ferait hors de ses propres frontières. C'est ce que je pensais justement, plus ou moins, qu'il fallait un effort pour aller vers l'extase, qui est pour atteindre l'être, pour atteindre la dimension spirituelle en somme. Il est également impossible de soutenir que l'être est transcendant à la pensée, et que la pensée, demeurant enfermée en elle-même, est incapable de jamais rencontrer l'être, puisque la pensée ne peut se poser sans poser son être, c'est-à-dire sans poser l'être indivisible qu'elle détermine. Cependant, la plupart des hommes considèrent une existence de pensée comme n'étant pas une existence du tout. Ah, voilà, c'est bien ça. On pense que c'est l'activité, c'est la création qui est importante, le faire. Et ils cherchent le véritable modèle de l'existence dans la limitation que la pensée reçoit au moment où elle se heurte aux données de la sensibilité. Donc, que la pensée en elle-même, qui n'est qu'un travail de l'esprit, n'est pas une vie, n'est pas le modèle de l'existence, puisque elle manque de sensibilité, elle manque de la sensation, en fait. Et effectivement, c'est juste. Et la pensée, au degré ultime, c'est-à-dire l'extase, ce n'est plus que de la sensation, en somme. Mais le caractère distinctif d'un esprit philosophique, c'est sans doute d'être capable de considérer les idées comme ayant une existence
dans l'entendement qui, bien qu'étant lié à l'existence que les objets possèdent dans la sensibilité, ne lui est pas inférieur en dignité. Aussi bien la fonction de la pensée est-elle exclusivement de distinguer les opinions individuelles des idées vraies, c'est-à-dire universelles. Les opinions individuelles, les pensées, de distinguer les idées vraies. L'idée vraie, on peut atteindre l'idée vraie, encore une fois, qu'à travers l'extase. C'est l'extase qui donne l'accès à l'idée vraie. Et à ce moment-là, ce n'est plus qu'une sensation. On a conscience d'être dans la vérité, d'être tombé dans la vérité, mais il n'y a plus d'idée au sens créatif du terme. C'est une contemplation. On est dans un état de contemplation. Et là, on se fiche des opinions individuelles, des choses qui vont faire dire que telle chose c'est ça, c'est voilà, et qui sont des illusions en réalité. On regarde un véhicule, on dit c'est une voiture dans la pensée ordinaire, mais la réalité c'est un amalgame même si ça a été travaillé par l'homme, un amalgame d'atomes. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de vocation de vérité, puisque dans 600 ans, le véhicule qui est là ne sera plus du tout un véhicule. Ces atomes auront migré vers autre chose, seront autre chose. Donc, il n'y a pas une vérité absolue en regardant les choses. Et c'est valable pour tout, pour les êtres humains, pour tout ce qu'on regarde en somme. Au lieu d'opposer la fugacité de l'idée à la stabilité relative de l'objet, on s'apercevra alors que, bien que l'idée soit un acte, et sans doute parce qu'elle est un acte, elle surpasse infiniment tous les objets en résistance et en durée. Bien sûr, c'est clair que la pensée, elle est bien plus consistante en réalité que l'objet. C'est ça. Elle prouve son ascendant sur tout ceci. Non pas seulement dans l'opération par laquelle elle cherche à les saisir, mais plus encore dans l'opération par laquelle elle nous permet de les modifier et même de les engendrer, évoquant ainsi naturellement dans notre esprit l'image admirable par laquelle Platon voulait que les objets fussent comme des ombres et les idées comme leur corps. Et oui, et c'est là où on voit la puissance créatrice de Platon. Et c'est pas pour rien que Platon, nous sommes 2500 ans plus tard, 2400 ans plus tard, et Platon, pendant 2400 ans, a inséminé la pensée de l'humanité. De siècle en siècle, de décennie en décennie, on parle de Platon, on a référence à Platon. Platon, c'est la sommité de la... C'est peut-être celui qui, au final, bien sûr, on connaît peut-être César, on connaît peut-être Alexandre, on connaît Moïse, on connaît, etc. Mais Platon a transcendé les choses. Et comment se fait-il que... Et voilà, par exemple, César, je ne sais pas si certains... Je ne sais pas si, au fond, il y a l'équivalent de Platon à travers les âges dans la pérennité d'un être humain à travers les âges. Une fois donc que l'on s'est affermi dans cette certitude que la pensée ou l'idée est une existence réelle, disons simplement une existence comme les autres,
et non pas même une existence privilégiée, car c'est une chose singulière que l'existence privilégiée de la pensée ne soit utilisée que pour détruire au lieu de la fonder, la notion d'existence en général. Une fois que, renversant l'argument familier à tous les penseurs idéalistes, on s'habitue à considérer non pas seulement tous les êtres comme des pensées, mais toutes les pensées comme des êtres, on ne se contentera pas de mettre la pensée de l'être sur le même plan que toutes les autres. On reconnaîtra qu'elle a une valeur absolue et qu'elle est la seule idée qui soit nécessairement adéquate à son objet. Bien sûr, puisque c'est la pensée de l'objet qui peut dire la réalité de l'objet. Voilà. L'objet, cette voiture, c'est une voiture pour la pensée ordinaire. Mais ça peut être pris comme un objet qui a tant de longueur, tant de poids, tant de hauteur pour quelqu'un qui calculerait ça. C'est, voilà, etc. Et c'est la pensée qui va distinguer les choses jusqu'à trouver le divin à l'intérieur de cet objet. Les particules élémentaires qui constituent cet objet, ce véhicule, sont le divin, sont du divin, sont ce qui est immortel dans cet objet-là. Quand tout s'est détruit, les atomes, ces molécules, les quarks qui le constituent existent et existeront. Et ça, c'est l'esprit qui peut considérer ça comme ça, qui peut penser comme ça. Donc l'esprit est plus puissant que l'objet en réalité. Il est plus vrai, plus présent que l'objet. Toute idée générale, en effet, possède un excès de puissance qui lui permet de déborder son objet et un défaut de richesse par lequel elle permet à l'objet de la déborder à son tour. C'est ça qui est extraordinaire. Et cette pensée, elle est puissante. Hein. Ce Louis Lavelle, c'est... Poulala. Mais il est contradictoire que l'idée simple de l'être puisse dépasser l'être, puisque rien ne le dépasse, ou être dépassé par lui, puisqu'elle le contient elle-même. Elle joue donc par rapport à lui à la fois le rôle de contenant et de contenu. Il y a entre elle et son objet une sorte de réciprocité, ce qui veut dire qu'elle est de toutes les idées la seule qui soit en même temps une intuition. Ah, et là on rejoint Bergson et les penseurs de l'intuition. Il me semble que c'est Bergson. Évidemment, c'est là où on rentre dans la complexité de l'esprit. C'est là où on rentre dans la puissance et la beauté de la philosophie et l'importance de la philosophie. Et là, elle se situe pleinement entre le spirituel qui lui fait l'expérience de l'extase, par exemple, et qui lui pourra dire dans l'extase, j'aime tout, je me sens en harmonie avec tout, avec le moindre grain de poussière, avec ci, avec ça. Il révèle cette chose-là, il fait l'expérience de ça. Et le scientifique, il va dire, oui, tu es la même chose que ce grain de poussière, que tout ce que tu regardes, etc. Il y a quelque chose en toi qui est identique à tout ça. Et le philosophe fait le lien entre les deux. Et de manière magistrale quand il s'agit de Louis Lavelle. Toutes les autres idées évoquent, en se distinguant au moins théoriquement de leur objet, et à plus forte raison de l'être de leur objet, une marge entre le possible et le réel que l'idée totale de l'être abolit nécessairement.
que l'idée totale de l'être abolit nécessairement. L'idée totale de l'être, c'est l'extase, à mon sens. Toutes les autres idées évoquent, en se distinguant au moins théoriquement de leur objet et à plus forte raison de l'être de leur objet, une marge entre le possible et le réel que l'idée totale de l'être abolit nécessairement. Il n'y a plus de marge entre le possible et le réel dans l'état d'extase. Mais si les idées prises en elles-mêmes sont des êtres, ce seul caractère suffit pour que l'idée de l'être acquiert un privilège auquel les autres ne peuvent pas prétendre. Puisqu'en disant que l'idée de l'être est un être, on obtient entre la représentation et l'objet une exacte superposition qui ne saurait être réalisée ni par la pensée du bleu, qui n'est pas bleu elle-même, ni par la pensée de l'arbre, qui n'est pas elle-même un arbre. Nous savons qu'on ne gagne rien d'ailleurs en disant que l'être auquel la pensée s'applique est différent de l'être même de cette pensée. Partout où l'on rencontre l'être, on le rencontre tout entier, parce que sa notion est simple et indécomposable. Et comme on ne peut pas distinguer l'être et le tout, il est évident que l'être de la pensée, même s'il est qualifié dans une seconde démarche comme l'acte d'un sujet, doit s'identifier avec l'être sur lequel porte la pensée, même s'il est qualifié corrélativement comme l'objet de cet acte ou comme un état de ce sujet. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de ce chapitre, chapitre 2. Et c'est là où cette pensée, ben oui, alors certainement que ceux qui font des études de philosophie, qui ont un esprit, un cerveau qui s'est bien acclimaté à toutes ces idées, à tous les, voilà, qui ont toute la genèse de ce qu'est l'être, de l'ontologie, de tous les grands philosophes qui ont traité de ça pour arriver jusqu'à Lavelle, et qui lisent Lavelle, le comprennent d'une manière complètement totale. Moi, par exemple, là, je me suis déconnecté vers la fin. Je touche plus pied. Mon esprit se fatigue et je n'ai plus la capacité de me concentrer correctement pour analyser chaque phrase. Et chaque phrase est tellement gigantesque et tellement parfaite, tellement juste, qu'elle mérite une analyse complète. Et je comprends c'est là où je me souviens des profs que quand j'ai suivi quelques cours à la fac de Nice avec Monsieur Lavigne par exemple, et c'est là où j'ai mesuré la puissance de la pensée de ces passeurs, de ces professeurs, de ces philosophes en même temps, parce qu'ils écrivent des livres, etc. Donc ce sont des philosophes. Mais à quel point ils pouvaient expliquer chaque phrase, et chaque phrase quand ils travaillaient sur Husserl, chaque phrase était expliquée et traduite de 3 ou 4 façons différentes. C'est ça qui était extraordinaire, et ça donnait une connaissance, moi qui était un benet dans la philosophie à ce moment-là. C'était le début de la méca. Ça faisait peut-être 1 an ou 2 que j'avais déjà construit tous les chapitres, tout le travail de la méca, mais j'avais aucune notion vraiment profonde de ce que c'était que la philosophie. Et là, ça n'a pas vraiment changé, mais là, j'ai compris à quel point ces philosophes ont une puissance de transmission extraordinaire. On ne les remerciera jamais assez. C'est fort, quoi, voilà. Bon, après, il faut rester humble. On n'a pas, voilà, il n'y a pas à les remercier outre mesure, pas plus qu'on doit remercier un chauffeur de bus ou
ou un éboueur, ou un coiffeur, ou un boulanger, ou peu importe, tout le monde apporte sa contribution. Mais en tant que penseur, voilà comment je me qualifierais, hein, d'une certaine façon, en tant que penseur, je ne cesse de remercier ces passeurs-là, qui sont extraordinaires, voilà. J'ai compris Husserl que je n'aurais jamais compris. Bon, je l'ai compris à ma manière, hein, à ma façon, qui est très naïve, mais je l'ai compris à ce niveau-là. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Merci, à bientôt.